Depuis janvier 2016, Macron nous a promis ou annoncé ou appelé de ses vœux la refondation de la filière nucléaire française, la refondation de la France par le bas, la refondation de notre relation avec la Russie, la refondation de l'Europe. Nous devons refonder notre Europe. La refondation de l'action de l'administration pour la mettre au service des entreprises. La refondation de la fiscalité sur le capital. La refondation de la directive européenne sur les travailleurs détachés. C'est une réforme de refondation avant toute chose. La refondation de la politique française d'immigration. La refondation démocratique de l'Europe. La refondation d'une Europe souveraine, unie et démocratique. Pour refonder l'Europe. La refondation rapide de l'Europe. La refondation des relations entre la France et l'Afrique. La refondation de la justice pénale. Refonder. La refondation de la politique agricole commune. La refondation de la haute fonction publique. La refondation du Conseil économique, social et environnemental. C'est une refondation du budget lui-même qu'il faut envisager. La refondation de notre modèle d'organisation territoriale. La refondation de notre politique de développement. La refondation de notre droit d'asile. Pour refonder l'Europe. La refondation de l'espace Schengen. La refondation de notre organisation internationale. La refondation de la civilisation européenne. De refonder ce qu'est profondément la civilisation européenne. Refonder la civilisation européenne. La refondation des urgences de l'hôpital public, la refondation de l'ordre mondial, la refondation de l'ordre mondial. Macron annonce la refondation de l'ordre mondial, je le cite, au service de la paix, qui doit être notre cap. La refondation de notre politique migratoire. La refondation de l'Europe, c'est-à-dire 26 refondations, peut-être d'ailleurs, y en a-t-il que j'ai oublié au passage. Vous avez donc compris comment fonctionne Macron. C'est de l'enfumage. Lorsqu'il ne sait absolument pas comment gérer un problème, eh bien, il nous promet une refondation. Et de plus en plus délirante et grandiose. Parce que dans ces 26 refondations, je note qu'il manque encore quelques refondations. Je pense qu'au train où ça va, il va proposer prochainement la refondation du système solaire, et puis peut-être après la refondation de la Voie lactée, qui est la galaxie où nous sommes, en attendant peut-être la refondation de la galaxie d'Andromède, et puis peut-être la refondation de l'univers. N'importe quel problème, vous pouvez le régler de cette façon. Donc, je m'adresse ici à tous celles et tous ceux qui voudraient devenir président de la République. Eh bien, le vademecum, comment il faut faire? Il faut se mettre bien avec les propriétaires des grands médias, leur dire « je ferai absolument ce que vous voulez, moi je suis là uniquement pour vous servir de larbin et pour enfumer les Français avec un jargon qui ne veut rien dire ». Alors, à ce moment-là, vous allez passer sur BFM TV, on va dire que vous êtes un génie, et puis quel que soit le sujet, ça sera la refondation. Voilà. Il y a un problème sur l'industrie, je ne sais pas moi, sur l'industrie automobile. Je veux mener à bien la refondation de notre industrie automobile. Il y a, je ne sais pas, un problème sur la recherche égyptologique. Nous avons une longue tradition en France de recherche archéologique depuis l'expédition de Napoléon avec Vivant Denon en Égypte. Eh bien, moi, je veux refonder une recherche égyptologique en France. Alors, en définitive, qu'est-ce qu'on peut conclure? Eh bien, en fait, aucune de ces 26 promesses de refondation que j'ai trouvées, il y en a peut-être d'autres, aucune n'a été suivie des faits. Voilà la réalité. Les seules choses que Macron a faites depuis 3 ans, c'est d'appliquer servilement ce qui lui est demandé par la Commission européenne,
par le rapport annuel des grandes orientations des politiques économiques et qui ont ensuite été mises en œuvre en France par ce que l'on appelle le programme national de réforme. Voilà, ce ne sont pas des refondations, ce sont ce que la Commission européenne appelle les réformes indispensables pour assurer la survie de l'euro en fonction de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et donc Macron, il a appliqué ça, c'est-à-dire qu'il a continué la démolition de l'hôpital public, c'est-à-dire qu'il a démoli l'ISF pour transformer ça en un simple impôt foncier. Il s'est attaqué à la CSG, il a voulu s'attaquer aux retraites, mais actuellement, l'affaire est pour l'instant suspendue. Il s'est attaqué au droit du travail. Mais tout ça, ce sont les demandes de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne. En attendant, méfiez-vous maintenant de tous les bonimenteurs qui vous sont vendus à la télévision française. Revenez à la grande tradition française du grand siècle, Nicolas Boileau-Despréaux, dans son art poétique, qui disait « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. » Si vous ne comprenez pas ce que dit Macron, ça n'est pas que vous êtes bête, c'est qu'il vous enfume par des discours et des propos qui ne veulent rien dire. Si vous êtes en train de m'écouter, c'est parce que vous avez noté, en m'écoutant, mois après mois, année après année, que pour ce qui me concerne, eh bien, j'essaie de porter le plus haut possible la grande tradition de clarté de la pensée française, la grande tradition classique d'une langue qui ne souffre pas d'ambiguïté, et tout simplement la grande tradition qui voudrait qu'un chef d'État respecte l'intelligence de ses concitoyens. Refonder. Refondation. Refonder. Refonder. Refondation. Refonder. Refonder. Une autre entourloupe de Macron dans ses discours qui consiste à dire « il faudra ». Il nous faudra, ou il faudrait. Alors il l'avait déjà fait avant d'être élu président de la République. Dès le mois de mars-avril 2011, dans la revue Esprit, il avait dit qu'il nous faudra réfléchir à 3 questions, la temporalité du politique, le statut de l'action politique, la recomposition souhaitable. Pendant la campagne de 2017, pendant la campagne électorale, il fait un discours sur la défense à l'Hôtel des Arts et Métiers de Paris. Il fait venir tous les spécialistes des questions militaires. Il est donné comme un des favoris de l'élection présidentielle et il nous sort toute une série de « il nous faudra ». Il faudra lancer la réalisation du futur couple SNLE 3G missile balistique M51. Il faudra soutenir la pérennisation de nos têtes nucléaires. Il nous faudra ensuite... Il faudra donner une nouvelle impulsion au programme de cyber-renseignement. Il faudra être à 50 ou 70% de taux de disponibilité pour les armes. Il faudra un nombre plus élevé d'appareils de transport aérien. Il faudra des transferts. Il faudra un nombre plus important de bâtiments de la marine. Il faudra prévoir la modernisation du Rafale. Il faudra recruter des ressources dédiées à la consolidation de nos résultats. Et en même temps, il nous faudra garantir la pérennité des compétences des personnels civils de la défense. Il nous faudra valoriser leur rôle indispensable. Le 12 avril 2017, il donne un entretien au journal Le Monde sur l'Afrique et qu'est-ce qu'il dit ? Il nous faudra renforcer la qualité de nos échanges en facilitant la circulation des chercheurs et des entrepreneurs. Dans son discours du 1er mai 2017, qui est une semaine, donc il a franchi avec succès le premier tour, quelques jours avant le second tour, il fait un discours à la porte de la Villette à Paris, et là, ça fuse les « il faudra ». Sur l'Europe, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit on n'est pas assez fort, il faut une Europe plus forte, etc. Et il nous dit il nous faudra être fort. C'est grâce à moi que nous allons relancer l'Europe. On a vu 3 ans après ce qu'il en est sorti. Et sur le CETA, c'est-à-dire sur le traité de libre-échange avec le Canada, il dit que cette décision a été prise de façon qui n'est pas démocratique et il dit c'est une forme de décision qu'il nous faudra changer en Europe. Évidemment, rien ne s'est produit depuis. Alors ça, c'était avant l'élection. On pourra dire avant, il était candidat, il faisait des promesses. Oui, mais après c'est pas mieux. Après, il est donc élu en mai 2017 et il accorde des entretiens et fait des discours. Et comme il ne sait pas
ce qu'il faut dire, qui n'a pas d'idée en fait, il n'a d'idée sur rien, et puis il est surtout là, il a été placé pour appliquer une politique qui est décidée par d'autres, eh bien il nous donne du il faut, il faudra, il fait du yaka faucon, comme on dit de façon amusante et familière. Le 31 août 2017, il accorde un entretien au Point, au magazine Le Point matière internationale, et il dit au sujet de la Corée du Nord: avec la Corée du Nord, nous renouons avec une grammaire de la dissuasion très classique. Il faudra trouver les termes d'un équilibre avec ce pays. Au Moyen-Orient, il nous assure, voilà ce qu'il nous dit, il nous faudra résorber cette béance entre le monde chiite et le monde sunnite. Le 7 novembre 2017, il va à Athènes. Il fait un discours sur l'Europe. J'en ai parlé déjà dans le chapitre 1, puisqu'il parlait de la refondation de l'Europe. Il dit: il faudra une Europe dans laquelle nous osons à nouveau défendre la convergence sociale, fiscale, parce que c'est ce qui nous tient réunis. Il faudrait dépenser. Il faudra retrouver le sel de cette zone euro. Donc, il y a le sel et il y a le poivre. On a vu les résultats, rien du tout. 3 ans après, l'euro est plus que jamais au bord de l'explosion et l'Union européenne également. Il avait d'ailleurs dit à Athènes: il nous faudra, par des propositions concrètes que je veux rapides, refonder cette souveraineté pour que notre Europe sorte de ces petites divisions. Le 31 octobre 2017, il se rend à la Cour européenne des droits de l'homme et il fait part de ses pensées profondes. Il faudra bien, pour vivre en société, que des règles de droit progressivement s'édictent. Il poursuit en disant: il faut donc commencer à repenser la protection des droits dans un monde déterritorialisé. Et puis, il nous dit: après les droits fondamentaux reconnus en 1789, les droits de créance reconnus en 1946, s'ouvre aujourd'hui une troisième période, celle de nouveaux droits pour lesquels il nous faudra de l'inventivité. Le 7 décembre 2017, il va au Qatar, il prononce un discours sur la base militaire Al-Udeid, et qu'est-ce qu'il dit? Il nous faudra stabiliser et gagner la paix en Irak et en Syrie. Voilà une pensée d'une originalité et d'un esprit de décision qui frappe l'imagination. Le 9 avril 2018, il parle devant les évêques de France au Collège des Bernardins à Paris et il s'exprime sur la question migratoire. Il y aura toujours des situations difficiles, il y aura parfois, c'est ce qu'il nous dit, il y aura des situations inacceptables et il nous faudra à chaque fois ensemble tout faire pour les résoudre. Dites-moi, est-ce qu'il est besoin d'être président de la République pour enfoncer de pareilles portes ouvertes? Il dit également, plus loin dans le discours, il y a aussi des règles qu'il faudra faire valoir. Et en même temps, il faudra. Et puis il dit, il nous faudra continuer à tenir inlassablement le cap. Et il termine en s'adressant aux évêques, en disant: Monseigneur, mesdames et messieurs, il nous faudra vivre cas un cas avec votre côté intempestif, ce qui veut dire pour lui intemporel en fait, puisqu'il dit que l'Église, elle est à la fois, elle est toujours un peu soit en retard, soit en avance. Voilà. En gros, rien que du vent. Le 26 juin 2018, Macron se rend à Rome et fait un discours devant la communauté ecclésiale française de Saint-Jean-de-Latran. Il reparle du sujet migratoire, il dit que voilà, ni dans la dilution absolue de ce que nous sommes, ni dans le rejet absolu de l'autre, nous devons être sur un chemin qu'il nous faudra trouver si nous voulons que l'Europe tienne. Il n'a en fait aucune solution, il ne prend aucune décision, il faudra trouver une solution, voilà la quintessence de son propos. Le 27 août 2018, devant la 26e réunion des ambassadeurs de France réunis à l'Élysée, il nous donne sa pensée profonde sur le Brexit. Voilà ce qu'il dit: il nous faudra penser la relation de l'Union européenne après le Brexit avec Londres. Voilà encore une pensée profonde. Et un an après, devant la 27e conférence des ambassadeurs de France réunis à Paris, il parle de la Russie en disant: il faut repenser cette grammaire, encore la grammaire, très profondément. La grammaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire les relations avec la Russie. Il parle de grammaire. Quant à l'Amazonie, qu'il évoque également devant les ambassadeurs, il dit très exactement ceci: il nous faudra
mener plusieurs réflexions pour poursuivre cet agenda et mener plusieurs actions. Dont acte. Le 22 juillet 2019, au sujet de la ratification du CETA, dont il avait parlé avant son élection, qu'est-ce qu'il dit? La ratification a eu lieu, tout ce qu'il avait promis, rien n'a été tenu, et il dit en tout et pour tout, il nous faudra être vigilants. Ma foi. Enfin cette année, le 12 mars 2020, dans son discours à la télévision pour faire le point sur l'épidémie de Covid-19, Macron indique « Il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons. Il nous faudra interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour. Il nous faudra interroger les faiblesses de nos démocraties. » Un mois après, le 13 avril dernier, dans son nouveau discours à la télévision, de nouveau pour faire le point sur l'épidémie de Covid-19, Macron indique « Il nous faudra rebâtir notre économie plus forte afin de produire et redonner plein espoir à nos salariés, nos entrepreneurs, garder notre indépendance financière. Il nous faudra rebâtir une indépendance agricole, sanitaire, industrielle et technologique française et plus d'autonomie stratégique pour notre Europe. » Il faudrait oublier tous les désaccords. Il nous faudra mener... Il nous poursuit en disant « Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. » Et enfin, il dit « Il nous faudra bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long, la possibilité de planifier. » À partir de ce discours, la presse a dit « Ça y est, Macron a changé, il est devenu souverainiste, il veut une autonomie agricole, une autonomie industrielle, il a assez de la mondialisation. » Bernique. Tout ça, ce sont des mots qui n'engagent rien, parce que Macron n'a jamais dit « j'ai décidé que ». D'ailleurs, il reste dans le cadre des traités européens et de la libre circulation des mouvements de capitaux, de marchandises, de services, et la libre circulation des personnes et des biens. Donc en fait, ce ne sont que des mots, et d'ailleurs, au moment même où il dit ça, on apprend que de nouvelles délocalisations sont actuellement en cours. De la même façon que l'on apprend que, s'agissant par exemple des hôpitaux, eh bien on apprend qu'à Caen ou à Saint-Étienne, au moment même où il explique qu'il va falloir revaloriser les rémunérations, il va falloir et que la stratégie adoptée vis-à-vis de l'hôpital était mauvaise, on apprend que de nouvelles coupes sombres sont prévues dans ces hôpitaux. Le 23 avril dernier, Macron s'exprime au sujet notamment de la dette et de ce qu'on appelle les Corona Bonds, et donc la mutualisation des dettes au niveau européen que les Allemands et les Néerlandais, entre autres, ne veulent à aucun prix. Et Macron dit il nous faudra une capacité commune d'endettement. C'est qu'il nous faudra une capacité commune d'endettement. Il sait très bien que l'Allemagne, les Pays-Bas et d'autres n'en voudront pas. Ça ne l'empêche pas de dire il nous faudra, puisque son objectif n'est pas de prendre des décisions ni d'en annoncer. Son objectif est tout simplement d'enfumer les Français pour leur faire passer la pilule amère qu'il est obligé de leur faire avaler, puisque ce n'est pas lui qui décide. D'ailleurs, le 5 mai dernier, il nous a dit « Nous ne sommes qu'au début de la crise économique et sociale, il nous faudra bâtir des solutions. » Qu'il nous faudra trouver une solution. Voilà quelqu'un qui est élu depuis 3 ans, qui passe son temps à nous parler de refondation et à nous dire « Il nous faudra faire ci, il nous faudra faire ça ». On dirait quelqu'un qui fait des plans sur la comète, il faudrait construire une maison, il faudrait s'acheter une nouvelle voiture, il faudrait partir à l'autre bout du monde en voyage et qui n'en a pas les moyens. Tout ça est pathétique, mais vous ne devez plus vous laisser tromper. La première fois, on a vu que dès que le mot refondation apparaît, vous devez être mis en garde. Maintenant, faites bien attention. Dans tous les discours de Macron, lorsqu'il dit « il nous faudra »,« il faut », ça veut dire qu'il n'a aucune marge de manœuvre, aucune idée sur rien, et qu'il essaye de vous faire prendre des vessies pour des lanternes, sachant que la politique, elle est décidée ailleurs et par d'autres. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vive la République et vive la France. Et il va falloir l'inventer. Il faudra la penser, l'inventer différemment. Mais il nous faudra préparer l'après. Il faudrait oublier tous les désaccords. Il nous faudra mener, ou il nous faudra ensuite, il faudra des transferts, et en même temps, il faudrait dépenser, il nous faudra trouver une solution.
En célébrant l'esprit de résistance de Charles de Gaulle à l'occasion du 80e anniversaire de la bataille de Montcornet, Macron s'est encore une fois livré à une odieuse opération de communication. Son seul et misérable objectif, qu'il va user jusqu'à la corde tout au long de cette année de Gaulle, est de tenter de récupérer le prestige de l'homme du 18 juin pour essayer de remédier à son impopularité écrasante. Et cette tentative de récupération vise à faire croire aux Français que Macron serait le contraire exact de ce qu'il est. De 1940 à 1969, le parcours personnel, militaire et politique du général de Gaulle, ses discours, son action et toutes ses décisions ont démontré que l'essentiel résidait pour lui dans la défense intransigeante de l'indépendance nationale et la défense du peuple français contre toutes les puissances qui veulent l'asservir. C'est le fil rouge qui relie la bataille de Montcornet à sa présidence dans les années 1960, en passant par le 18 juin, la France libre, le Conseil national de la résistance, la libération, les nationalisations, la fondation de la Ve République, l'établissement d'une force de frappe nucléaire, son refus de l'Europe fédérale, la politique de la chaise vide à Luxembourg, la sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN, le refus du bloc atlantiste, la politique agricole, la politique industrielle, la politique de participation, etc. De Gaulle s'est toujours donné les moyens d'assurer l'indépendance de l'État vis-à-vis de toutes les puissances du moment. Il a dit non aux forces extérieures qui voulaient asservir la France, qu'il s'agisse de l'Allemagne nazie ou des deux grands qui ont dominé l'après-guerre, États-Unis et URSS. Il a dit non aux puissances d'argent et à tous les relais médiatiques dont l'obsession constante à travers les époques est de disposer de l'État à leur guise pour maximiser leurs profits, quitte à vendre la France à la découpe. Et lorsqu'il a constaté que la majorité du peuple français ne le soutenait plus, Charles de Gaulle s'est retiré avec noblesse et grandeur en démissionnant de ses fonctions de chef du gouvernement le 20 janvier 1946 et de président de la République le 28 avril 1969. De tous les points de vue, Macron est l'anti-de Gaulle, et il l'est même jusqu'à la caricature. De Gaulle s'est fait connaître aux Français par son entrée en résistance contre les ordres formels du gouvernement de Pétain, ce qui lui valut d'être condamné à mort par contumace à 2 reprises. Macron, quant à lui, s'est fait connaître aux Français par un certificat de conformité à l'oligarchie délivré par Jacques Attali au journal télévisé de 20 heures, suivi d'une campagne de promotion médiatique massive et effrénée de 2 ans orchestrée par un cercle de milliardaires. Il n'y a jamais eu nulle trace d'héroïsme dans le parcours de Macron, qui n'est que celui d'un commis de la haute finance, des médias et de l'oligarchie euro-atlantiste. Servile avec les forts, Macron est méprisant et impitoyable avec les faibles. Les seules personnes auxquelles il est capable de dire non sont les salariés, les artisans, les agriculteurs et les indépendants modestes, précaires ou pauvres, c'est-à-dire ceux dont l'État devrait, normalement, se préoccuper au premier chef pour assurer l'égalité et la justice sociale entre les Français. Macron n'a de cesse que de liquider tout ce qui a fait la grandeur de la France. Siège du Conseil de sécurité de l'ONU, armement nucléaire, outils de défense, grandes entreprises stratégiques, langue française, rayonnement culturel, amitié mondiale de la France, puissance agricole, services publics, etc., etc. Tout y passe ou est en voie d'y passer. Macron est incapable de définir une ligne politique indépendante parce qu'il a été promis pour être le serviteur d'intérêts qui le dépassent et qui exige de lui qu'il fasse passer la France sous les fourches codines de l'Union européenne, de l'OTAN et des forces qui poussent à la mondialisation. Ce n'est pas l'esprit de résistance qui anime Macron, mais le « en même temps ». C'est-à-dire l'idée que l'on peut en permanence dire une chose et faire son exact contraire, et satisfaire ceux qui l'ont promu de l'autre. Le commentaire le plus approprié que l'on puisse faire de cette indécente cérémonie de Montcornet, c'est de citer ce que Charles de Gaulle pensait précisément du genre de personnage comme Macron qui hantait les allées du pouvoir de la 4e République. Le fondateur de la France libre n'avait pas mâché ses mots devant Alain Pierrefitte le 16 janvier 1963, et son analyse est aujourd'hui d'une brûlante actualité.
Il y a plus grave, c'est l'esprit d'abandon, cette espèce de trahison de l'esprit dont on ne s'en rend même pas compte, l'esprit de Locarno, l'esprit qui nous a amenés à tout lâcher sans aucune garantie, l'esprit qui nous a amenés à laisser réoccuper la Rhémanie, l'esprit qui nous a conduits à rendre sans contrepartie leur charbon et leur acier aux Allemands pour construire la CECA dans les conditions où on l'a construite. Comme si le but d'une politique française était de faire plaisir aux autres pays et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de France. Surtout, ne pas faire de peine aux étrangers. Il y a chez nous toute une bande de lascars qui ont la vocation de la servilité. Ils sont faits pour faire des courbettes aux autres et ils se croient capables de ce seul fait de diriger le pays.